Roy YouTube, comme seconde vidéo qu'on regarde aujourd'hui, on va regarder une vidéo sur le jeu vidéo pour changer. Vous le savez, je suis fan, hein. Après tout, on est une chaîne de gaming avant toute autre chose. Et on va découvrir, mesdames et messieurs, une chaîne, encore une fois, que je ne connaissais pas, qui a été partagée par Nasharon, qui est Game Next Door, 100 000 abonnés quand même, donc c'est pas... voilà, hein, c'est pas une petite chaîne, hein, comme on pourrait l'imaginer. Une vidéo qui s'appelle « Comment le RPG est devenu une sauce ?» ou « Pourquoi les jeux mainstream ont le même goût ?» Donc toujours très intéressant. Game Next Door, on va regarder vite fait qu'est-ce qu'ils font, qui sait, comme d'habitude, hein, vous-même vous savez. Donc Game Next Door, chronique de jeux vidéo, on parle de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle, nous soutenir, etc. N'hésitez pas évidemment à aller soutenir les créateurs dont on parle, hein. Ici, c'est très important, surtout si vous les aimez bien, on est ici pour découvrir. Donc let's go. Je sais plus, je voulais dire un truc, mais je l'ai peut-être oublié, et puis tant pis. Ah oui, comme on aimerait qu'on nous en parle, oui, petite parenthèse, hein, quand vous voulez faire quelque chose, c'est un très bon moyen de faire des bonnes choses, c'est de faire les choses comme vous aimeriez qu'on les fasse pour vous. Je parle notamment des artistes, hein, de faire des œuvres. Vous verrez, si vous kiffez, il y en aura forcément d'autres qui kifferont. Bref, on y va. Pourquoi? Comment le RPG est devenu une sauce? C'est parti, mesdames et messieurs. Alors, je vais quand même regarder, ça c'est quoi? L'intro, d'accord. Ah, GG les tipeurs, bien sûr. C'est grâce à vous qu'on a cet épisode. Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, bienvenue dans Game Next Door, l'émission qui parle de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de RPG, de role-playing game, attendez. En français. Je crois que ça va un peu fort. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Il a un bon micro. Le dernier gros jeu récent, un truc avec un peu de budget quoi, auquel vous avez joué et qui n'intégrait pas au moins un soupçon de RPG. Waouh! Alors je vais essayer de répondre. Un soupçon de RPG. Moi, je dirais... je pense que c'est le jeu de Zerator, là. Comment il s'appelle encore? Artisan TD, je dirais. Qui n'a pas de mémoire, de notion de RPG. Mais je suppose que ça peut être discutable. Et bonsoir, Maki. Niveau à monter, d'arbre de compétences ou de quêtes à compléter. Je vous laisse cogiter, mais il y a moyen que ça prenne un peu de temps parce que c'est de plus en plus difficile à trouver. Du RPG, maintenant, il y en a partout. Et si on a l'habitude de considérer ça comme un genre, quand on regarde le paysage vidéoludique actuel, c'est beaucoup plus une sorte de sauce qui est appliquée sur de plus en plus de titres, aux mises en jeu pourtant assez différentes. C'est marrant, parce que c'est quelque chose que je me suis déjà dit. C'est que les mécaniques de RPG se sont vraiment diffusées dans les jeux vidéo, et du coup, je comprends un peu mieux son titre. Parce que du coup, moi aussi, j'ai remarqué que parfois... il y a des trucs que je vois d'un jeu à l'autre, par exemple deux jeux qui ont soit des histoires complètement différentes, soit des gameplays complètement différents, et pour lesquels je me fais « Ah, ça, par contre, c'est le même mécanisme, et je comprends pas trop pourquoi. » Et c'est là-dessus qu'on va se pencher maintenant. Comment en est-on arrivé à voir de la sauce RPG dans la majorité? Je l'ai jamais fait. De quoi pitié, abonnez-vous pour que je puisse acheter une Switch. Ça, je l'ai déjà fait, c'est excellent. Pourquoi sa formule est-elle si prisée et exploitée? Jamais fait, et là, j'ai pas d'excuses. Et bien sûr, qu'est-ce que ça nous dit de l'état de l'industrie et même de la culture jeux vidéo au sens large? Spoiler alerte, pas des trucs hyper enthousiasmants, mais il y aura plein de métaphores culinaires, et ça c'est cool. Ah, si on va parler de bouffe, alors ça va, hein, bien sûr. Tant qu'il y a de la bouffe, il y a de l'espoir. Avant de parler de cette fameuse sauce RPG, il faut qu'on voit à partir de quoi elle a été faite. Alors, petite parenthèse, mais juste derrière... Oh non, vous le voyez pas à cause de ma cam. Attendez, je cache ma cam. Regardez, il y a Frontières, ici. C'est la BD du Guy Noir. Je l'ai pas encore lu, mais il paraît que... Enfin, j'aime beaucoup Guy Noir, donc si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien lui. Si c'est pas lui, je suis désolé, je le confonds peut-être avec un autre, mais très très chouette, auteur. Attendez, merde, je sais plus. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà, pardon. Et pour ça, il faut qu'on revienne sur l'évolution de cette typologie de jeu. Et ça, c'est pas si évident parce que le RPG, c'est vague et c'est vaste.
À la base, c'est pourtant assez simple. Le RPG dans Oui. le jeu vidéo, c'est en premier lieu D'ailleurs, j'en une passion profite informatique et donc pendant qu'il mécanique explique. de Donjons et Dragons, le jeu de rôle sur table créé par Gary Gygax et Dave Anderson en 74. Juste petite parenthèse, hein, mais cette année, il y aura encore, j'allais dire Game of Thrones, mais c'est pas Game of Thrones, c'est Roll Event, voilà, mini-annonce, bon, mini-spoil, comme il y a personne, ça leur apprendra. Et en fait, voilà, on va, pour une asso, récolter des donations, donc n'hésitez pas à passer. Très peu de temps après la sortie du jeu, des étudiants tentent de porter les règles imaginées par les deux Américains sur des ordinateurs centraux, en particulier cette idée d'incarner un personnage avec des statistiques définissables, des forces et des faiblesses, et un système d'expérience qui permet de monter de niveau et donc de gagner en Ouais, puissance. bon, après, au si fil vous des connaissez pas le JDR, je suis Évidemment, désolé la pour machine vous, est hein. bien loin d'égaler un maître du Ça, jeu c'est Game humain Falls. dans l'infini potentiel de situations, de réactions. Désolé pour vous, d'histoires, hein. et c'est un aspect après Mais lequel il faut le jeu vidéo vous y prend plonger, hein. aujourd'hui, Il est mais temps. permet une automatisation. Ah oui, des excellent, ça. opérations, des calculs Excellent jeu et aussi, dans ça. CD, et ça Inscription. fait vraiment bien le café. Il s'appelle... Pendant les Trop bien. années 70, de nombreux clones de D&D sortent sur des systèmes informatiques différents, mais c'est à partir du début des années 80 que le RPG vidéoludique installe réellement les fondamentaux qu'on lui connaît maintenant, avec deux séries très prolifiques, Ultima et Wizardry. D'accord. Seules, elles établissent de Oui, bien nombreux sûr. codes encore Je très connais présents, par cœur. systèmes Vu que je et suis un contrôle vidéo ludique, gamer, exploration je et connais tout ça par cœur, Et hein. surtout, ce principe de devoir taper la discute à tous les pégus virtuels environnants pour progresser dans l'aventure. Le tout dans des univers fantastiques imbibés de Tolkien, avec des histoires qui se complexifient au fil des épisodes de ces séries. Ouah, la et des 3D! nouveaux jeux qui vont en découler. Waouh! Mais à partir du milieu des années 80, c'est là que ça devient le bordel. Un bordel qui plus est international, puisque les Japonais vont découvrir le RPG avec Ultima et Wizardry, et en parallèle de tout ce qui sort en Occident, ils vont s'en inspirer eux aussi et pondre masse de jeux de rôle. Et d'ailleurs, quand on essaie de ranger ce bordel, on le fait souvent en rangeant les jeux occidentaux d'un côté et les japonais de l'autre. Le problème, c'est que ça ne va pas vraiment nous aider à trouver notre sauce. Parce que cette distinction, elle a du sens au niveau géographique, elle a du sens au niveau industriel, puisque c'est également lié à l'histoire des consoles et du PC, au niveau esthétique aussi, d'une certaine façon, les références culturelles ne sont pas les mêmes, mais elle n'a pas tant de sens que ça au niveau du game design. Ah, bah voilà. Oui, je le préchotais, je le voyais venir. Je le voyais venir, c'est effectivement, bah voilà, si on les met sous la même catégorie, c'est parce que en fait c'est les mêmes types de jeux, hein, bien sûr. RPG, vous vous en doutez, c'est bien à ce niveau-là qu'on va la trouver. Du coup, au lieu de partir sur ce rangement un peu archaïque, on va essayer d'observer comment le RPG s'est subdivisé par des choix de design. Et une fois qu'on aura vu ça, on pourra filtrer. Parce que ce qui restera en commun après toutes ces scissions, ce sera les ingrédients de notre sauce. La première grosse rupture de principe qui s'est effectuée au sein du RPG, et qui a donc très vite ouvert sur des philosophies de design différentes, c'est la création ou non du personnage que l'on incarne. Si à la base il était question de créer son avatar, de se former une coquille vide à remplir au fil de l'aventure, le jeu de rôle japonais va montrer qu'on peut se délester de cette idée en proposant de jouer des personnages bien plus définis, que ce soit dans leur genre, leur apparence, leur personnalité et même leur potentielle évolution statistique. Alors celui-là, je l'ai refait, ce jeu-là. Final Fantasy, c'est lequel? C'est le 10 celui-là? Je sais plus. Et je l'ai refait, mais je l'ai pas fini. Mais très très chouette en vrai. Il a vieilli, hein, il a sacrément vieilli. Mais très très chouette. J'ai été surpris en vrai de reprendre du plaisir dessus. Je me suis même demandé, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de nostalgie, mais... C'est encore un peu flou dans le premier Dragon Quest, mais avec des séries comme Ys ou Megami Tensei qui sortent à la fin des années 80, on suit des personnages dont le destin est bien plus cadré et où la notion de choix peut devenir assez anecdotique dans la narration. Mais ça permettra des histoires plus ambitieuses sur le fond, puisque plus maîtrisées, et puis ça fera du RPG un des fournisseurs privilégiés. Quel jeu celui-là? Je je connais pas ça. Je connais pas. Évidemment au Tragic pensais que Cloud c'était de Pokémon. FF7 en 97, qui marquera d'ailleurs le début du raz-de-marée JRPG par chez nous, mais on aura aussi ça dans des jeux occidentaux, et là difficile de ne pas mentionner ce bon Geralt de Rive dont les aventures vidéoludiques... Geralt de Rive. J'ai The Witcher, je l'ai jamais fait. Allez-y, envoyez-moi des tomates pourries, je vous en voudrais pas. Défini et tout ce qu'il y a entre les deux, le RPG a très vite brassé large. Ce qui appuie encore une fois cette idée que si on le prend en tant que genre, c'est plutôt flexible. Parce que bon, ça signifie des interprétations très différentes de ce qu'est le roleplay. Mais bon, ça c'est une autre discussion, nous on cherche les ingrédients de notre sauce, et là, il n'y a rien sur quoi on pourrait s'arrêter de concret. La deuxième grosse subdivision que je vois au sein du RPG, et qui va également créer des embranchements très différents, c'est la gestion de la temporalité de l'action, du tour par tour au temps réel. Là encore, les Japonais sont les premiers à oser casser les codes posés par Ultima et Wizardry, et c'est en 84 que sort Dragon Slayer, largement considéré comme étant la première incarnation de l'action RPG. En fait, les Japonais, ils ont découvert le RPG, le jeu de rôle, et en fait, ils sont tombés amoureux et ils ont full innové dedans.
Donc comme quoi, exporter comme ça la culture à l'étranger, ça peut amener de nouvelles choses. Let's go, quoi. Ici, les combats ne sont plus mis en jeu sur de la un écran culture spécifique ou des où chacun mécanismes, attaque je sais à pas son comment on appelle tour. ça, de Ils l'art. sont directement intégrés dans des niveaux labyrinthiques et ça commence à ressembler à du temps réel. 2 ans plus tard, un certain Zelda reprendra ses codes mais de manière encore plus dépouillée, ce qui fera d'ailleurs naître ce qu'on appelle l'action-aventure tellement ce n'est plus du RPG, et puis dans les années 90, on aura de grosses références comme Secret of Mana qui hérite de tout le savoir-faire japonais sur l'action issu de l'arcade dont on profite encore aujourd'hui. Mais en parallèle, il se passe aussi des choses côté occidental, notamment fin 96 avec la sortie de Diablo, qui va faire découvrir aux PCistes les plaisirs de la course au loot, en reprenant les rhétoriques aléatoires issues de Rogue, mais aussi la joie sincère de taper sur des trucs en temps réel. Mais ça, du coup, il n'y avait pas dans les jeux de rôle classiques. Je veux dire, papier, on est d'accord, parce que le farming de loot, c'est quand même typique des jeux vidéo, parce qu'il faut augmenter le temps de jeu, mais... Dans un jeu de rôle, tu t'en fous de ça. Ça va être une bonne secousse dans l'industrie et de très nombreux clones de déjà avec une vont sortir histoire par la simple, suite, ça peut vont prendre faire des cliquer plombes, des frénétiquement semaines. sur des monstres et des coffres, sans même parler de World of Warcraft qui reprendra la formule en l'apportant au massivement multijoueur. Sur cet aspect-là aussi, le RPG est donc très ouvert et peu importe que ça soit produit J'aime bien Japon, savoir. aux US ou même en Elle est Europe. très posée. Du tour par tour, J'aime bien. il y en a Alors que partout. moi, j'hurle. Fallout, Persona, et pour l'action, c'est pareil. Il y a même des trucs un peu hybrides, l'ATB, la pause active, les connaisseurs connaisseront. Et on peut donc filtrer ça de notre sauce, puisque merci. tout est permis. Mais ça nous mène à ce que je vois comme la dernière. Mais nous, on est des division, noobs, on est des qui plutôt casus, nous. un éclatement, puisque le RPG va vraiment partir dans tous les sens en se couplant à d'autres styles de jeu de plus en plus différents et aboutir à une multitude de sous-groupes qui ont parfois des appellations spécifiques. Je pense à des choses comme Pokémon par exemple, qui reprend la capture des monstres de Megami Tensei pour en faire son cœur de jeu, et on connaît toutes et tous le succès de cette formule qui en fera la licence la plus rentable de l'industrie. Je pense également à tous les RPG plus tactiques, qui intègrent la topographie et le positionnement des troupes dans leur gameplay, avec des titres comme Fire Emblem, Tactics Ogre, mais aussi les XCOM ou Freedom Force. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui a beaucoup aidé à démocratiser les RPG, c'est aussi le fait que, comme il y avait des limitations techniques, puisque aujourd'hui on a Baldur's Gate, mais spoiler, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Suite aux limitations techniques, en réalité, les développeurs, les créateurs de jeux vidéo, on va dire généralement, ont dû un petit peu se creuser la tête pour simplifier les jeux de rôle, quoi. Et donc, en simplifiant les jeux de rôle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens tels que moi qui se sont initiés aux jeux de rôle parce que, justement, les mécaniques étaient beaucoup plus simples. Je pense notamment à Pokémon. Il y avait beaucoup moins de choix, beaucoup moins de, on va dire, de spécificité du jeu de rôle qui sont parfois, en fait, complexes et pour lesquels il faut avoir pas mal de bases. Hein, parce que, bon, voilà, je vous cache pas que la première fois qu'on a joué à Donjons et Dragons avec... avec nos potos de D&D Bruxelles, mais qui ont changé de nom, je pense, entre-temps, mais désolé, hein. Voilà. Eh bien, c'était quand même la foire à la saucisse, alors que j'avais déjà un tout petit peu joué à des jeux de rôle, quoi. Mécaniquement, ça change. Il y a tellement de règles, il y a tellement de pouvoirs, etc. Faut presque étudier, quoi. La série spin-off d'Ultima, Underworld, débutée en 92, qui sera responsable de toute la lignée qu'on appelle les Immersive Sim, ces RPG qui se mélangent au FPS avec System Shock, Thief ou Deus Ex. Des jeux qui, en plus de proposer une perspective déjà bien jamais différente, fait Deus Ex. s'attachent aussi à exploiter leur système. Je crois que j'étais trop jeune, et puis après, j'ai oublié. Via des éléments comme l'électricité ou tout simplement des caisses qu'on empile. Une philosophie qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans les derniers Zelda de Nintendo. Et tout ça pour dire que même si on se replace au début des années 2000, dire qu'un jeu est un RPG, c'est déjà très flou. Tu ne sais pas qui ni quoi tu vas jouer, tu ne sais pas si ce sera de l'action intense ou du tour par tour, et peut-être que ce que tu verras c'est une main qui tient un flingue ou alors une vue de dessus d'un gamin qui capture des monstres dans des hautes herbes. Esthétiquement, c'est clair en vrai. C'est vrai que RPG c'est vraiment flou. Et pourtant, c'est du RPG. Parce qu'il y a quand même certains éléments qui, malgré toutes ces subdivisions, cette dilution, ont persisté et sont communs à tous ces jeux. On y arrive, les ingrédients de notre sauce. Ah! Et nous on aime bien les sauces, hein. La sauce c'est ce qui fait la saveur d'un plat. Et là je vais me taper tous les cuistots sur la gueule. L'ingrédient fondamental, la base de notre sauce RPG et qui est resté là depuis l'invention de Donjons et Dragons, c'est la progression statistique. C'est cette idée qu'à la fin du jeu, notre ou nos personnages seront plus puissants qu'ils ne l'étaient au début, sur des critères chiffrables comme des points de vie, des stats d'attaque, de déplacement potentiel ou une quelconque capacité à laquelle on pourrait attribuer une valeur. Et en réalité, déjà, cet aspect-là, quand on y pense, c'est déjà la majorité des jeux qui ne sont même pas forcément des RPG, hein, puisqu'il y a plein de jeux où, en fait, pour évoluer, tu dois avoir un certain pouvoir, par exemple.
Ce pouvoir, pour l'avoir, il faut un autre pouvoir, etc., etc. Et donc c'est une sorte aussi d'évolution. Hein. Donc, juste histoire de vous donner un contre-exemple avant de continuer, pensez au Mario 3D. Il y a des pouvoirs temporaires, de nouvelles mécaniques, mais Mario n'a pas des stats qui augmentent jusqu'à la fin du jeu. Et sinon, Command & Conquer, dans ce sens-là. Tomb Raider, dans ce sens Uncharted 2, tous ces jeux ne sont pas des RPG, notamment parce qu'ils n'ont pas ça. Généralement, cette progression statistique se repose sur un système économique, le plus traditionnel étant celui des points d'expérience. Une ressource intangible mais chiffrée. J'aimerais bien d'ailleurs que ça change un peu ça, ce truc de points d'expérience et tout, ce serait chouette. Souvent, ça consiste à zigouiller des trucs, mais ça peut être découvrir un endroit, réussir à crocheter une serrure, passer inaperçu dans une situation donnée ou plus largement compléter une quête. On retrouve aussi couramment des systèmes monétaires en complément, de l'or, des guildes, des dollars, du bif, du cash, du pèse, ce qui permet également de grimper nos statistiques. Finalement, la thune, on la veut tous. Grâce à des équipements comme des armures ou des joggings qu'on échange avec des marchands. L'intérêt d'avoir plusieurs systèmes économiques qui se croisent, c'est de créer une sorte de granularité dans la progression et de diversifier les récompenses, mais on peut aussi bien tout mettre dans le même panier, comme c'est le cas dans les jeux From Software, ce qui amène d'autres types de décisions. Mentionner les Souls, on explique enfin que cette progression statistique s'applique également au reste du monde, comme les ennemis et les PNJ, ce qui peut se faire bêtement par zone géographique, plus on s'éloigne du début du jeu, plus les niveaux sont élevés, ou alors on fait ce qu'on appelle du scaling, c'est-à-dire que tout le monde monte de niveau en même temps que notre perso. Ça donne des expériences forcément différentes sur l'équilibrage, l'intérêt ou non de farmer, le sentiment de monter en puissance, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, là, non, parce qu'on s'en fout un peu au final. Hein. Parce qu'en vrai, là, je suis en train de faire Hogwarts Legacy. J'ai l'impression qu'il y a du scaling, même s'il y a aussi une petite dimension où tu gagnes de l'XP, il y a quand même une dimension de plus tu vas loin et plus les méchants seront forts, mais globalement, globalement c'est du scaling, j'ai l'impression. Et en réalité, en fait, l'une ou l'autre mécanique, personnellement, c'est pas tant quelque chose qui sera déterminant pour moi, quoi. Je vais pas me faire « Oh, bah non, merde, alors il y a du scaling ». J'ai pas l'impression qu'effectivement, ça nuit, au contraire, ça améliore grandement mon expérience, quoi. Comment cette accumulation de ressources s'intègre dans la customisation de notre personnage ou de notre groupe ? Parce que ça aussi, c'est un ingrédient indispensable à notre sauce, à savoir au moins un minimum de personnalisation. On l'a vu, si tous les RPG ne proposent pas de créer son propre personnage avec des attributs spécifiques, une fois en jeu et jusqu'au bout, ils doivent nous permettre d'orienter sa croissance entre guillemets en investissant ses ressources de plein de façons différentes. Le plus souvent, au passage d'un niveau, comprenez un cap d'accumulation d'expérience défini par le jeu. Au plus simple, on peut se contenter de choisir une statistique à augmenter à chaque niveau et basta, ça fait déjà pas mal de possibilités de build, en français de construction de personnages. On peut aussi penser à des modificateurs spécifiques comme les perks dans Fallout qu'on débloque au fur et à mesure des niveaux et qui provoquent des changements de statistiques dans des conditions définies. Ou alors ça peut être le choix d'un sort supplémentaire pour notre occultiste. Ah, Baldur's Gate Baldur's Gate, ce qui restera la référence. Si vous devez essayer un RPG évidemment et que vous n'avez jamais joué à Baldur's Gate 3, eh bien, c'est le moment, allez-y, foncez, les yeux fermés, il est vraiment excellentissime. L'attaque intégrée ou non parmi les 4 possibles d'un Pokémon de notre équipe. Bien sûr, impossible de ne pas parler des arbres de compétences, ces métaphores ludiques du développement personnel qui nous proposent d'investir nos points durement gagnés dans des compétences ou attributs liés les uns aux autres en traçant des chemins qui symbolisent les orientations de nos persos. Il y en a de toute taille, de toutes couleurs, et ils peuvent aussi bien déboucher sur des gros modificateurs de gameplay, comme dans les Deus Ex, ou plus prosaïquement des pourcentages légèrement gonflés, comme dans Cyberpunk 2077. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage, parce que on a énormément d'RPG, mais au final, je trouve qu'il n'y a pas de manière vraiment hyper différente. C'est rare de voir vraiment des manières novatrices d'augmenter de niveau, d'augmenter ses capacités, etc. Et après, il y a plein de systèmes très spécifiques à des jeux, c'est même parfois un peu leur signature, des systèmes de classes, de jobs, de matéria, parfois c'est les armes qui orientent ton style. Bref, c'est vaste et ça peut aller hyper loin, du genre à devoir faire coucher tel et tel perso ensemble pour que leurs descendants obtiennent 30 heures plus tard 2 attaques spécifiques et que ça fasse un combo de ouf. Clairement des bails qui me parlent pas. Ah oui. Mais voilà, un RPG ça induit on en est là quoi. Je savais même pas que c'était possible. Et on pourrait se contenter de ces 2 ingrédients très liés, mais pour faire monter notre sauce RPG correctement, nous avons besoin d'un récipient un peu spécifique, une structure construite autour de quêtes. Alors on peut appeler ça de plein de façons différentes, des quêtes, des missions, des tâches, des activités, peu importe, l'idée est que l'aventure soit structurée et rythmée par ces trucs à faire, et surtout qu'on ait là aussi une forme de choix et de hiérarchie, avec des quêtes principales, mais aussi secondaires, annexes, des contrats, des livraisons, etc.
Et peut-être que ça vous paraît un peu anecdotique dit comme ça. Les fameuses caisses bouche-trou, les livraisons. Elle induit 2 points assez cruciaux. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'absence d'urgence. Dans un RPG, nous ne sommes que très rarement, voire jamais poussés vers l'avant par le jeu, la progression est toujours entre nos mains. Il peut y avoir une forme de pression plus ou moins symbolique, comme le fait que notre fille adoptive soit pourchassée par des cavaliers incarnant l'apocalypse, ou une deadline, genre la fin de l'année scolaire, mais concrètement, on a toujours le loisir de s'écarter de la quête principale et de faire des à côté, au bout desquels on trouvera nos fameuses ressources économiques pour alimenter notre progression statistique. Alors... Alors les quêtes secondaires, on en parle ou pas? Des poules à aller tuer dans un champ. Mais c'est vrai que le fait que ce soit pas pressé, moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans les RPG. Parce que moi, je suis le genre de joueur à vouloir tout faire à 100%, même si je sais que j'en suis incapable, que je vais jamais avoir le trophée de platine de ces morts, mais je sais pas pourquoi. J'ai besoin de tenter le 100%, quoi. Voilà, j'ai besoin de tout faire. J'ai besoin d'aller chercher les petites clés de merde dans Harry Potter. Voilà, j'ai besoin. D'accord? Ça me frustre de voir un truc pas à 100%. Donc parfois ça fait du bien d'avoir du temps pour faire ce qu'on veut. Nous sommes à l'initiative de notre expérience de jeu, il nous appartient de décider de quoi sera fait la suite de notre aventure parmi des possibilités plus ou moins nombreuses, mais plurielles. Et de cette absence d'urgence découle notre deuxième point, un espace de jeu conçu pour permettre cette liberté-là, et donc une forme de non-linéarité. Évidemment, les fameux open world. C'est pour ça que de nombreux RPG des années... Dont d'ailleurs, le joueur du grenier se plaignait qu'en ce moment, tous les jeux font la course au plus grand open world, au plus fourni, au plus chic, au plus tchac, alors qu'en fait, en réalité, les open world, c'est très bien pour un type de jeu, mais en fait, on est loin d'en avoir besoin dans tous les jeux. Et ça, je suis totalement d'accord, évidemment. Il y a des jeux qui sont linéaires, et moi, l'exemple le plus typique que j'ai en tête, hein, c'est Mirror's Edge. Et bien, effectivement, voilà, c'est vraiment le genre de jeux qui sont linéaires et qui font totalement plaisir. Il n'y a pas besoin, forcément, de pouvoir se balader partout. Ou alors un semi-monde ouvert, c'est-à-dire que vous avez un chemin à suivre, mais vous pouvez choisir dans quelle direction, comment vous allez atteindre votre objectif. Ça j'aime bien aussi, et c'est une bonne manière de finalement faire une histoire sans pour autant faire un monde ouvert aux 3/4 vide dont on s'emmerde et avec une histoire sans queue ni tête. Map comme Chrono Trigger ou Fallout, et que beaucoup de ceux sortis dans les années 2010 étaient dans des mondes ouverts comme Skyrim ou Final Fantasy XV. Alors évidemment, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là, mais il faut au moins des chemins multiples, que ce soit dans un labyrinthe ou des niveaux au tracé complexe, ou encore des zones ouvertes à explorer comme des régions de planètes à la Mass Effect, bref, une forme de marge dans la navigation. Jamais fait Mass Effect, on m'a dit faire exister nos choix. Pourquoi Et nombre de jeux, trop de jeux. De notre sauce RPG. Besoin de 5 vies pour les faire. Une forme de personnalisation et une structure de jeu un tant soit peu ouverte. Et ce qui est intéressant avec ces 3 ingrédients, c'est qu'ils sont à la fois très spécifiques, ça reste des choix de design marqués, et pourtant, ils ont le potentiel pour se marier avec beaucoup de choses. Et c'est pas une surprise en soi, puisque cette sauce, c'est ce qui persiste d'une typologie de jeu qui s'est caractérisée par sa diversité, qui allait voir aussi bien du côté du shooter que de la stratégie. On pourrait en mettre partout en fait. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Et voilà. Je vais être assez d'accord, je pense, avec ça. Si cette sauce RPG est désormais un peu partout, effectivement, c'est d'abord parce que les jeux issus de cette grande lignée démarrée par Ultima et Wizardry ont très vite accédé à des stades de réelle popularité. J'ai parlé des Diablo, des Final Fantasy, des Baldur's Gate, des Pokémon, des Elder Scrolls, bref, dès les années 90, certaines licences se sont installées comme des piliers de la culture vidéoludique, et si vous avez grandi en tant que joueur-joueuse dans ces années-là, vous avez forcément goûté à la sauce. Mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils n'ont pas juste dit « Oh, c'est un RPG, ça va marcher !» Ils n'ont pas dit « Oh, c'est juste un monde ouvert, c'est bon, tranquille, les gens vont kiffer !» Ils ont travaillé, en fait. Et puis ça ne va pas se tasser dans les années 2000, puisque c'est les débuts de l'ère HD. En réalité, je suis un peu de mauvaise foi parce que je crois que les RPG ont des règles qui sont très proches aussi, enfin qui sont un peu classiques dans un jeu vidéo. Les 2 licences qui illustrent le mieux sont très simples à mettre en place et qui sont efficaces en réalité. De nouvelles franchises créées de toutes pièces pour les nouvelles machines. BioShock HD, incroyable. Avec des ambitions très toujours pas fait le 2. Dans les 2 cas, hisser le RPG dans le rang des blockbusters. Ça me manque. Et pour ça, Irrational Games et BioWare ont fait le même pari, monter les potards côté action et narration, quitte à réduire significativement la complexité sur l'aspect statistique et customisation. Ce sont des RPG très accessibles et leur routine se place beaucoup plus dans le boum boum pam-pam à la chaîne que dans des fiches de personnages à dépioter ou de multiples approches à étudier. Et ça va très bien marcher pour eux, si bien que... Ouais, mais Fallout 4, parce que ça je reconnais, ça c'est Fallout 4. Fallout et Skyrim, et ça j'ai pas du tout aimé, Fallout 4. Square Enix, pas du tout accroché. FF15 ou même Nier Automata.
Sans compter l'arrivée de nouveaux challengers comme CD Projekt qui en 3 jeux va passer de sombre faiseur de RPG polonais à roi du blockbuster, From Software qui va aussi s'imposer tout au long de la décennie jusqu'à Elden Ring, même si déjà à l'époque de Dark Souls 3 c'est du sérieux, et puis n'oublions pas Gearbox et la série Borderlands, le Diablo en FPS qui se vend. Et Borderlands j'ai juste fait Tiny Tina, j'ai pas fait tous ces RPG pour les rentrer normaux dans aussi. l'arène du AAA, ils ont dû faire le même compromis, celui de l'action et du spectaculaire. Qui est pour le coup en plus tourné à fond RPG, donc et leur aspect vraiment pas RPG représentatif, est de plus en plus devenu un enrobage. Et encore cette année, on a des exemples très criants de cette tendance avec Final Fantasy XVI ou même Starfield. Mais pour revenir à cette histoire de sauce, ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de ces RPG qui se sont orientés vers l'action pour aller vers le AAA, il y a aussi plein de jeux d'action qui, voulant être des AAA, ont tapé de plus en plus dans le RPG. Déjà à l'époque de la PlayStation 2, on peut observer... Mais en fait, moi je suis pas sûr que vraiment, on va dire, que les jeux cherchent à devenir des RPG. J'ai vraiment cette impression qu'on est plutôt dans des mécaniques en RPG qui marchent si bien qu'il y a forcément à un moment donné des gens qui, même en proposant d'autres idées, se sont retrouvés à réutiliser en fait les mécaniques du RPG parce que ça marchait très très bien. Et que évidemment, par exemple, je pense à The Witcher, si tu n'as pas envie de prendre de risques parce que tu es un petit studio polonais au fin fond du monde, eh bien, ça peut être des garanties qu'en tout cas, tes systèmes de gameplay ne seront pas catastrophiques. Et tu vas pas prendre trop de risques, on va dire, à ce niveau-là par rapport à ton jeu. Et tu peux te concentrer du coup sur d'autres aspects. Mais voyons ce qu'il dit. Certains titres, absolument pas présentés ni même traités comme... On est qu'à la moitié après tout. Intègrent pourtant des jolies petites pointes de notre sauce. Je pense au premier God of War et Devil May Cry qui intégraient déjà une économie à base d'orbes à récolter, qu'on pouvait dépenser dans nos différentes armes pour débloquer des combos, en choisissant d'en privilégier certaines plus que d'autres en fonction du style de jeu qu'on préférait, le tout assurant un gain de puissance constant jusqu'à la fin. Et puis même dans une série comme Ratchet & Clank, on trouvait un système économique, des missions optionnelles... Et c'est ça, Ratchet & Clank par exemple, déjà les premiers, on n'était pas loin d'être dans un système de RPG en réalité. Avec des niveaux qui passent. Mais c'est encore au début de l'ère HD que tout va se définir, notamment avec Assassin's Creed 2 qui va cimenter la matrice Open World d'Ubisoft. HD, le 720p, waouh! Il y a de la sauce RPG avec des armes à choisir et à renforcer. C'est vrai qu'Assassin's Creed et une ribambelle. Et ça moi j'aimais pas trop, c'est marrant. De toute façon, Assassin's Creed ça me saoulait un peu, pour moi, c'était plus arcade pour moi. Le moi. champion du AAA moderne, il avait déjà tout. Le monde ouvert, de l'action RPG maîtrisé mais léger et une capuche stylée. Que dire de plus? Un jeu La capuche, on devrait tous se balader en capuche. Parce que derrière, vous savez ce qui arrive. C'est ça le vrai style en 2024, bientôt 2025, attention. Et ses reskins, Watch Dogs, les reboots des Tomb Raider, les jeux Sony avec Horizon, God of War, Ghost of Horizon, Tsushima, je les ai, mais je les ai pas encore fait. Comme Batman Arkham, Star Wars Jedi, La Terre du Milieu, tout ça. Batman Arkham, exceptionnel. On les a fait en stream d'ailleurs. Ils n'ont pourtant pas grand chose à faire pour se vendre par quinto, en appliquent un peu sur leurs recettes. C'était déjà le cas dans San Andreas et le mode multijoueur du 5 est littéralement un MMORPG. Et là encore, je me suis contenté de jeux qui restent dans le giron de l'open world, mais si vous prenez les Dead Space, les Bayonetta, les reboots de Doom, même dans ces jeux pourtant issus de genres assez marqués, le survival horror, le beat'em all, le fast FPS, on y trouve une forme de progression statistique, de customisation et une structure avec des activités optionnelles pour engranger encore plus. Et si on prend la liste des gros jeux sortis cette année, et on est sur une année bien garnie, c'est abusé le nombre d'entre eux qui intègrent ces... Alors attendez, parce qu'il parle de cette année à chaque fois. Et c'était il y a un an, donc c'est 2023. OTK, Diablo 4, pas vérifié, pardon. 4, Hogwarts Legacy, FF16, Jedi Survivor, Dead Space, Baldur's Gate 3, Forspoken, Wolong, Fire Emblem Engage, Armored Core, Starfield. Ça fait beaucoup là, non? Et surtout, dans le tas, il y en a qui ça viennent fait de lignées beaucoup là, non? traditionnelles du RPG, et d'autres qui viennent de genres complètement différents, et pourtant, la sauce est plus ou moins la même. Mais d'ailleurs, ouais, ça c'est vrai que cette année, j'ai eu ce sentiment à un moment donné de redondance un petit peu, où il y a eu un moment où je me disais, putain, mais je sais pas, les jeux sont sympas, mais c'est sans plus, quoi. Alors que là maintenant, donc on est en septembre, hein, en octobre quasiment, il y a plusieurs jeux qui sont sortis et je sens un vent de fraîcheur et ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression que justement on sort un petit peu de cet aspect juste RPG on copie-colle les mécaniques du RPG pour proposer de nouvelles choses. Et personnellement, pour le moment, j'espère que ça va continuer, quoi. À voir. Entre FF16 et Jedi Survivor, dans le design, il n'y en a pas vraiment un qui est plus RPG que l'autre. Du coup, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi une telle convergence? Pourquoi le RPG se marie-t-il si bien au AAA? La première chose que je pense qu'il faut considérer, c'est que derrière cette appellation AAA, il y a une idée simple mais essentielle, ce sont des jeux qui par nature coûtent beaucoup d'argent.
et pour être plus proche de la réalité, qui coûte de plus en plus d'argent. Les coûts de production n'ont cessé d'augmenter avec d'une part des équipes de plus en plus larges. Oui, mais les revenus aussi. Qui sont menés par plusieurs centaines de personnes en interne et ça peut monter jusqu'aux milliers. Enfin, je dis ça, moi. Moi, je dis ça. Souvent des studios asiatiques qui sont employés pour fournir des assets à prix compétitifs. Et d'autre part, un temps de développement qui s'est considérablement étendu ces dernières années. Au début de l'ère HD, il n'était pas inhabituel de voir une suite sortir 1 ou 2 ans après un premier épisode et de voir le troisième enchaîner après ce même délai. Aujourd'hui, on est plus sur des périodes de 4-5 ans et ça peut monter jusqu'à 7 ou 8 pour les productions les plus ambitieuses et ou chaotiques. Forcément, cette hausse des coûts, elle provoque un Red Dead, un GTA, ça se traduit déjà un par Rockstar, cette présence des licences, c'est pas pour rien qu'on ne bouffe que des suites et des remakes, mais ça traduit aussi par des productions qui ne peuvent pas se permettre de partir dans tous les sens. Parce qu'il faut rapidement commencer à produire du contenu pour ne serait-ce qu'occuper les équipes et qu'il faut savoir au plus vite dans quelle direction on va et si ça traîne trop, on reviendra à des ça j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Et puis, il ne faut pas non plus prendre trop de risques vis-à-vis du public qui doit comprendre ce qu'il va acheter et donc ce à quoi il va jouer. Oui, maintenant, moi je pense que quand même, il y a moyen d'avoir un juste équilibre. Tu peux totalement proposer des AAA dans une lignée de séries de AAA, de marques ou de branding type, je sais pas moi, justement GTA, etc. Tout en proposant à d'autres équipes aussi de travailler sur peut-être de la nouveauté, de proposer de nouvelles choses qui marcheront pas, on sait pas, mais qui en tout cas permettraient de pouvoir proposer de nouvelles séries justement. Or, je trouve qu'en ce moment, on tombe beaucoup dans le... je sais pas, mais... Code, il y en a eu combien ? Il y en aura combien ? On se pose toujours cette fameuse question finalement. Et de ce côté-là, les exigences n'ont pas vraiment baissé avec les années et les grands succès populaires nous ont éduqués à valoriser des jeux qui sont beaux, qui vont nous occuper longtemps et qui font toujours plus que les autres. Les faiseurs de jeux vidéo doivent donc constamment pousser. Puis maintenant aussi la beauté, en visant des on commence à atteindre un certain niveau de beauté qui est assez, je trouve, que ce soit équivalent partout. L'espace de jeu, le soin des animations, la quantité de dialogue ou que sais-je encore. Et ma petite analyse personnelle, c'est que cette sauce RPG, elle permet de répondre à toutes ces contraintes et toutes ces exigences. Pas forcément de la plus belle des manières, mais normalement, ça colle. Ça colle déjà parce que ces ingrédients, combinés ensemble, ils donnent ce qu'on pourrait appeler un canevas de design. Aussi bien sur le plan structurel, puisqu'on sait qu'on va se reposer sur des quêtes et donc un monde pensé pour les accueillir, que sur le schéma de la progression macro, qui implique de fait des niveaux à passer et vient avec son lot de dispositifs hyper éprouvés comme les arbres de compétences. Le RPG est un modèle autant qu'une boîte à outils, et ça, j'imagine que c'est rassurant quand on rentre en prod. Et ça répondrait aussi à la question de JDG, pourquoi est-ce qu'ils font toujours des mondes ouverts ? En fait, c'est vrai que du coup, il y en a eu tellement maintenant, et les mécaniques, on les connaît par cœur, que c'est vrai que c'est plus facile de faire des mondes ouverts qu'à l'époque. Et donc, c'est vrai que quand t'as une équipe à occuper, un monde ouvert, c'est pas mal. Ensuite, ce qui est formidable avec la progression statistique et les chiffres de manière générale, c'est qu'on peut les faire grossir autant qu'on veut et au rythme qu'on veut. Ce qui veut dire que pour maintenir joueurs et joueuses engagés dans l'expérience, il n'est plus nécessaire d'ajouter de nouvelles mécaniques ou de créer des situations inédites. Comme d'hab, la flemme finalement. Forçant à débloquer chaque petite capacité de notre personnage au fil du jeu, et on peut étaler tout ça en rappelant ça c'est Assassin's Creed, je l'ai même pas fait celui-là. Déjà vu, mais avec des chiffres plus gros. Et s'il y a encore besoin de faire durer le plaisir, il suffit de fermer un peu plus les robinets d'expérience ou de monnaie. Le RPG, ça permet de constamment récompenser, et même avec des petits trucs, ça maintient une forme de motivation. Puis il suffit d'avoir une bonne histoire en vrai. C'est l'ère du contenu dans laquelle on nage actuellement. Enfin. Parce qu'en réalité, on s'en fout des mobs, je me le disais justement sur Hogwarts Legacy. Le nombre d'araignées, putain de merde. Putain. C'est quoi ça? Je savais pas que l'univers de Poudlard était envahi d'araignées. Merde. Comme je disais plutôt, cette sauce, on y a toutes et tous déjà goûté. Et ça, c'est hyper important parce que la plus grande crainte des faiseurs de AAA, c'est qu'on lance un jeu, qu'on n'arrive pas à rentrer dedans parce qu'on est perdu et qu'en conséquence, on lâche le jeu. Ajouter une couche de RPG, c'est nous donner des repères devenus intuitifs. Une barre d'expérience qui se remplit, des points d'exclamation qui indiquent des quêtes. Puis surtout la moula, parce qu'on aime l'argent, virtuel ou non, on aime l'argent. On sait littéralement à quelle sauce on va être mangé, et ça permet de réduire la charge cognitive et donc de rentrer et se projeter plus facilement dans l'expérience. En gros, la sauce RPG, on sait la fabriquer, on sait qu'elle se tartine très bien, et on sait que tout le monde reconnaît son goût. Pourquoi s'en passer ? Aïe aïe aïe, parce qu'on en est écœuré. Tout simplement. À force de bouffer la même sauce, Bon. Vous imaginez bien que si je vous parle de cette sauce, c'est que personnellement, elle commence à m'écœurer un peu. Non seulement elle est partout, et parfois de manière un peu vulgaire, mais surtout, je trouve qu'à force d'en abuser, ce qu'elle était censée accompagner est devenu de plus en plus fade. Je parlais à l'instant de cette façon d'étirer, de tartiner la sauce, et vous imaginez bien que c'est une façon de l'utiliser avec laquelle j'ai un problème.
Déjà, il y a un certain nombre de jeux qui se prennent d'affection pour les pourcentages et qui étalent leur progression statistique à un tel point que je trouve qu'elle en devient insipide. Je reviens sur Cyberpunk 2077, dont l'arbre de compétences est une sorte de classe en Excel, avec plein de feuilles qui sont pleines de cases, qui sont pleines d'augmentation de quelques pourcents de chances de coup critique, de vitesse temporaire ou de dégâts supplémentaires pour chaque type d'arme qu'on pourrait posséder. Ah. Évidemment c'est subjectif, mais moi choisir entre plus 5% de dégâts sur mon fusil à pompe ou plus 10% de régénération de ma vie après un headshot, je vous avoue que ça me fait pas rêver. Et puis c'est pour ça. Mais même, je trouve aussi, il y a parfois des jeux où il y a trop d'infos, il y a trop de choix. T'es là, t'as juste envie de te faire kiffer, t'as pas envie de passer 3 plombes à lire tout, quoi, en fait. Et j'avoue que moi, parfois j'ai la flemme, quoi. Je suis là, ok, j'ai le choix entre 50 trucs. Bon, ça a l'air relativement bien, prenons-le, quoi. et je pense que finalement, il y a pas mal de gens qui doivent faire comme moi, parce qu'il faut vraiment être très assidu pour choisir précisément effectivement les plus 10 ou plus 10% de vol de vie ou plus 10% de dégâts. D'autres chiffres, à savoir les stats générales de mon avatar et les statistiques des armes que je possède. Ce qui fait que ces modifications, elles opèrent à un niveau terriblement anecdotique dont je ne vais que très peu sentir l'impact une fois sorti du menu et de retour dans ma routine de jeu. Surtout que comme on est simplement sur des chiffres qui augmentent, ça ne va jamais radicalement changer ma façon de jouer, tout au plus je choisirai un fusil à pompe plutôt qu'une mitraillette, et concrètement, ce n'est qu'une façon de me maintenir dans l'équilibrage du jeu, puisque les ennemis eux aussi sont plus puissants au fur et à mesure que j'avance. Oui, je suis virtuellement plus fort, mais les combats de la 30e heure sont les mêmes qu'à la 10e. Et puis d'un autre côté, je vais m'auto-nuancer, parce que c'est vrai que parfois, c'est déjà arrivé que dans des jeux, je me fasse putain, ici j'ai besoin de dégâts, quoi. Et donc alors à ce moment-là, je prends des dégâts. Et en fait, aux fonctions de mes duels qui vont se dérouler, de mes combats, je vais m'adapter un petit peu mon gameplay. Mais, encore une fois, s'il y a 50 infos différentes, on souffle, quoi. Souvent, je fais ça quand, on va dire, il y a 4-5 données à traiter max. Genre, quand on a dégâts, vol de vie, puis, je sais pas, moi, pénétration d'armure, voilà, des petits trucs comme ça va, ça je peux encore équilibrer. Mais quand on en a vraiment plein, Baldur's Gate, typiquement, la première game que j'ai fait, j'ai lu le 10e, et puis j'ai avancé, quoi, YOLO, donc, quoi. Sur un sentiment de progression pas le temps de lire, moi. J'y crois de moins en moins. Et forcément, cette illusion se déporte et se brise aussi sur l'aspect personnalisation, sur l'impression de créer son propre personnage. Parce qu'on a beau avoir des jeux qui proposent de vastes arbres de talent, des armes et des pouvoirs différents, il y en a quand même beaucoup qui n'imposent pas vraiment de penser son build. Oui, dans Elden Ring, il faut se spécialiser, sinon c'est la fessée, mais dans God of War, Horizon, Jedi Fallen Order, FF16, autant au début on peut se poser un peu la question, hésiter entre deux compétences de base, autant en avançant on se rend compte qu'on débloque un peu à l'envie et que ça se passe très bien puisque le jeu ne nous contraint jamais. Oui, c'est ça. Logique, puisqu'on est dans du triple A, et ça j'aime bien. Frustré, donc on ne peut pas véritablement faire de mauvais choix, et en plus, ça permet de montrer tout ce que le jeu a dans le Ça fait plaisir. D'ailleurs, il y a certains jeux en une seule run, on peut tout débloquer. Ça fait plaisir aux gens qui aiment le 100%. Ce choix est donc tout relatif. Et en soi, ce n'est pas si grave que ces choix ne soient pas radicaux ou même carrément faux. On est dans du divertissement, tout n'est qu'esbrouf. En revanche, il faut rester critique et se demander s'il était réellement pertinent d'employer de tels ingrédients. Par exemple, prenez Psychonauts 2. C'est un jeu dont l'ambition est de raconter une histoire avec une galerie de personnages haut en couleur, tout en abordant des sujets assez sérieux comme les traumas et la santé mentale. Et dans le fond, c'est un jeu d'aventure. Ah, mais oui, je connais. Un peu d'action. Je connais de nom, mais ça m'a jamais tenté. Pourtant, il y a aussi ça avait l'air de trop la bizarre. sauce RPG. On peut faire progresser statistiquement Raz et investir des ressources dans nos pouvoirs pour augmenter leurs dégâts ou leur durée effective en jeu. Mais c'est tellement dispensable que pendant la deuxième moitié du jeu, j'ai oublié que c'était là et j'ai accumulé des ressources sans penser à les investir. Ah oui, ça c'est craignos par contre. Parce que ce système ne sert à aucun moment le jeu. Le rythme est dicté par la découverte des niveaux, les pouvoirs sont donc c'est con en fait. Ils ont mis un système en plus pour rien en fait. D'avoir un build n'a pas sa place parce que c'est pas le propos. Si on enlevait cette dose de sauce, le jeu ne perdrait aucune qualité, voire même gagnerait en clarté. Autre exemple, Final Fantasy XVI. Entre nous, si on enlève l'étiquette Final Fantasy, qu'on prend le jeu pour ce qu'il est, il n'a pas envie d'être un RPG. Cette couche-là, c'est un boulet pour tout ce qu'il veut faire. Parce que manifestement, là où ce FF veut briller, c'est dans ses combats de primordiaux spectaculaires, qui sont beaucoup plus dans la vibe d'un Asura's Wars ou d'un God of War 3, et dans son histoire racontée comme une série animée qui mélange du Game of Thrones avec de l'Attack on Titan et du Nivea for Men. Non, vraiment de la Dark Fantasy avec des Nivea, heureusement qu'ils sont là pour nos beaux cheveux. Moi j'ai pas mais plus sérieusement, tout alors ce que qui moi se j'ai une coupe de rapporte au merde. RPG dans le jeu est d'une superficialité absolue. Les stats augmentent toutes seules, l'arbre de talent n'engage à rien, et même chez les marchands, il y a une arme plus forte, une armure plus forte, on achète et merci au revoir. Mais ça parfois c'est même ajouté par les marketeurs qui font non mais en fait
Moi je dis les marketeurs, mais parfois c'est les producteurs aussi qui font non mais il faut absolument, c'est la mode maintenant, il faut ajouter ça parce que sinon vraiment personne n'achètera le jeu, alors que pas du tout, mais c'est juste que dans leur tête, comme c'est parfois pas des joueurs ou que c'est des joueurs d'un certain type de jeu, eh ben il faut faire comme ça. Et surtout il faut prendre le moins de risques possible. Donc si ça marche, dans la majorité des cas, faut le faire. Mais en fait ça nuit à l'expérience et c'est vraiment triste. Et ce qui nourrit ça, ce sont des quêtes annexes médiocres, des combats de parce qu'il y a des jeux qui pourraient être exceptionnels si on change 2-3 trucs quoi. Parce que les chiffres sont gros, surtout mais que du coup sont juste bien. Et une structure avec une world map franchement assez datée. Du coup, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tout ça? Oui, pour faire un jeu qui s'appelle Final Fantasy et qui dure 40 heures, mais pas pour faire un jeu maîtrisé. Mais je vais quand même nuancer parce que des fois où je trouve que... des mots durs mais justes, hein. Des mots durs mais justes, je vous le dis. La 4 Remake, elle est assez légère, mais à mon sens, elle se marie très bien avec l'aspect action-survie du jeu, en particulier quand elle est couplée avec la gestion de ressources. Parce qu'il est question de choix, de prise la gestion de ressources, ça, j'aime beaucoup les jeux comme ça. A donc du poids dans l'expérience. Très stressant, je trouve, la gestion de ressources. De s'ouvrir quelques fois pour des quêtes annexes, et donc pour un peu de... Mais ça manque un peu d'ailleurs les jeux où il faut vraiment calculer ses ressources, vraiment, vous savez... pas faire n'importe quoi, je vais dire dans le sens où t'as un gun, t'as des munitions et tu dois vraiment réfléchir à quand est-ce que tu les utilises ou pas. Moi j'avais le syndrome de garder, en fait dans ces jeux-là, souvent je garde tout et je me retrouve à la fin avec quasiment tout et je suis là. Mais en fait, j'aurais pu utiliser ça avant, mais je l'ai pas fait parce que je suis bête. Mais bon, NP quoi, je veux dire, sinon c'est quand même agréable de devoir gérer un petit peu comme ça, se dire ah ben tiens, là est-ce que j'utilise mon gun ou au contraire je fais autre chose. Je pense que c'était quoi, The Last of Us qui faisait ça très très bien. Surtout le premier. Mais ce ne sont que des respirations optionnelles dans son rythme de roller coaster. Et si on le skip, l'équilibrage adaptatif signature de la série, c'est-à-dire qu'on nous donne plus ou moins de munitions selon nos besoins, fait qu'on ne sera pas puni si on veut juste avancer. Et en fait, c'est ça le truc, il faut que cette sauce, elle soit là pour servir une expérience, pas être l'expérience en soi. Et cette idée, je l'ai aussi trouvée dans un jeu où la sauce est beaucoup plus épaisse, Baldur's Gate 3. Ah là, bon? On est vraiment dans un heavy RPG avec des origines qui impactent nos What? des lancers des clats. Attention, il va critiquer Baldur's, attention, préparez-vous. Préparez vos armes, préparez votre torche, vos lances. Des sous-classes, des affiliations et donc une masse d'actions et de sorts qui donnent le tournis. Et une aventure ouverte dont on a l'impression qu'elle ne va jamais finir. Mais on monte des niveaux très rarement, donc on n'a pas l'impression de courir après des stats, et les choix qu'on fait à ce moment ont d'autant plus d'importance. Décider qui nous accompagne, pas seulement une idée de build d'équipe, mais aussi avec qui on veut traîner et passer du temps. Et les quêtes sont des vraies quêtes, interconnectées narrativement aux autres, et le jeu est dépouillé de toute activité OSEF et copier-coller. Mais quel enfer ça a dû être à développer. C'est un jeu qui se sert de tous ces codes pour faire vivre quelque chose de plus grand, pas simplement nous attraper avec des engrenages qu'il faut constamment ajuster et du contenu là pour nous occuper. Et en y jouant, on ne pense qu'à une chose, que se passerait-il avec un personnage totalement différent? Et ça, peut-être que c'est une bonne question à se poser. Ah, j'ai eu peur. Pardon, autant pour moi. Rangez les haches, rangez les torches. Il n'a pas critiqué Baldur's, enfin pas en mal. Mais il a totalement raison, hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi je ne suis pas du tout RPG. Et bon, je vais dire, je souffle un peu quand je fais des RPG, à part certains. Mais du coup, effectivement, Baldur's Gate, j'ai eu la surprise. J'avais peur que ce soit vraiment trop pointu et que j'allais vraiment me faire chier au final. Mais pas du tout. Exceptionnel jeu. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage à y jouer. Pour juger de la pertinence de la sauce. Je suis pas un défenseur de la rejouabilité, hein, je m'en fous. Mais par contre, je trouve que l'exercice intellectuel de l'imaginer est intéressant. Est-ce que mon expérience serait vraiment enrichie de perspectives, de façon de voir le jeu si je le recommençais et que je faisais d'autres choix? Si rien qu'en y pensant, vous avez déjà des idées d'autres armes à utiliser, d'autres compositions à exploiter, de choix de quêtes à faire, normalement on est bon. Mais si vous n'arrivez pas à vous projeter différemment, ça veut probablement dire que cette sauce est utilisée pour l'engagement dans la durée, de la récompense facile et du contenu étalé. Et pourquoi pas une forme de monétisation? Pensez par exemple aux derniers Assassin's Creed qui avaient expérimenté avec des zones séparées par des gaps de niveau, et si t'avais la flemme de farmer pour explorer, tu pouvais aller dans la boutique en ligne pour acheter des points d'XP. Oh non, non, pay to win. Mais en plus sur un jeu solo, c'est du jamais vu. Ah, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Ah ouais, je comprends d'autant moins les gens qui achètent Assassin's Creed. Moi j'avais beaucoup aimé les premiers, mais j'ai très vite détaché à partir du 3, que j'ai pas fait d'ailleurs. Tous ces systèmes de statistiques sont un terreau idéal pour nous vendre des choses, et il suffit d'exploiter un peu notre frustration pour nous pousser à la caisse. D'ailleurs, il y a des gens dont c'est le travail, on appelle ça des economic designers, mais non. Et eux, je peux vous dire qu'ils aiment bien la sauce. Mais bon, je savais pas ça. Comme quoi on apprend tous les jours. On en a déjà parlé. Slime, on n'avait jamais parlé. Vidéo sur le loot, je vous laisserai y retourner. Par contre, je terminerai sur un dernier point plus personnel en rapport avec la narration. Parce que ce qui m'intéresse peut-être le plus aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est Chance of Scénar, excellent jeu.
Comment les Qu'on a fait aussi mécanismes des ensemble. systèmes peuvent convoquer des idées et des sensations de façon unique et nous toucher comme aucun autre médium ne peut le faire. Mais cette sauce RPG, elle induit de facto une montée en puissance, un schéma ludique qui doit trouver un reflet dans le schéma narratif. Ce qui veut donc dire que si on utilise constamment cette sauce, on se limite forcément dans les histoires qu'on peut raconter. Pas évident de jouer avec la temporalité puisque le fil de progression doit être constant. Difficile de s'éparpiller dans les points de vue puisqu'il y a des builds à tenir, et compliqué de faire croire à des moments d'urgence quand on doit pouvoir farmer. Et ça sans même parler de l'intrigue qui doit toujours tourner autour de passage à l'âge adulte ou de maturité progressive sur un fond de conquête, d'ascension ou tout simplement de sauvetage du monde. De destruction du monde. Dans le jeu, ce qui la définit forcément. Et personnellement, mes histoires de jeux vidéo préférées n'auraient pas pu être racontées ou trouver un écho si fort si elles avaient été enrobées dans des mécaniques RPG. Ou alors, c'est qu'elles en ont détourné les codes comme Undertale qui s'inspire des modders pour subvertir le gain d'expérience, ou Disco Elysium qui ne nous fait pas gagner de la puissance mais du bordel dans la tête. Mais ça a l'air sympa, ça, hein. c'est possible uniquement hors du champ AAA. Ça a l'air sympa ça. Et finalement, je crois que la surutilisation de cette sauce RPG, elle est symptomatique d'un jeu vidéo mainstream qui est en crise créative. Parce que l'ambition ne passe plus que par cet unique prisme du scope, du contenu, du toujours plus grand, et que le RPG reste le meilleur canevas pour ça. Mais du coup, on n'a plus vraiment de gros titres qui osent réellement innover sur le plan mécanique ou narratif. Alors peut-être qu'il y a les derniers Zelda pour leur mécanique chimique et physique, peut-être qu'on peut mentionner Red Dead 2 ou The Last of Us 2 qui se permettent quelques audaces sur la narration, même si tout n'est pas parfait. Mais pour le reste, on est entré dans un standard dont il me semble de plus en plus difficile de sortir. L'action RPG est presque devenu un allant de soi, les processus de production sont construits autour, les attentes des joueurs et joueuses en découlent et la culture jeu vidéo au sens large en est imprégnée. L'arrière-goût de cette sauce est omniprésent et parfois malheureusement on finit par ne sentir plus que ça. Ouais mais... Moi j'ai quand même l'impression que justement parfois c'est un peu de la facilité quoi, c'est pas juste parce que on va dire c'est pas juste une base à de nouvelles choses et c'est ça le problème, c'est qu'en fait le RPG devrait être une base à de nouvelles choses, on devrait se dire mais pourquoi ça marche et se focaliser là-dessus. Trouver peut-être des moyens différents, par exemple de faire gagner de l'expérience, de faire monter l'expérience des adversaires. Ça n'a plus été vu depuis des décennies là. Mais on voyait aussi dans une autre vidéo, il disait que par exemple pour augmenter la difficulté, juste augmenter les PV des ennemis était suffisant. Mais peut-être pourrions-nous trouver d'autres moyens, je ne sais pas. Peut-être pas, hein, mais je veux dire, les axes ne manquent pas. Et je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas plus de différence, voilà. Il disait typiquement que c'était frustrant d'avoir des adversaires qui réfléchissaient vraiment bien, qu'ils étaient vraiment intelligents dans une autre vidéo qu'on avait vue précédemment. Mais peut-être que ça plaira à un certain type de public qui lui-même aura des attentes différentes et qui créeront peut-être un nouveau genre de jeu, en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Moi, ça, j'avoue que je trouve ça un peu dommage, le manque de prise de risque. De ce qui s'est passé avec Redfall, que nous allons collectivement très vite oublier, si ce n'est pas déjà fait, mais qui est le parfait exemple de jeu qui n'a pas vraiment de consistance derrière les schémas de progression et les quêtes à foison. Et je ne pense pas qu'il sera le dernier à tomber dans ce piège. Le RPG est une sauce, et comme toutes les sauces, il y a deux façons d'utiliser. Soit c'est pour complimenter et relever le goût d'un plat, soit c'est pour nous faire oublier qu'il n'en a pas. Oh, j'ai beaucoup aimé cette phrase. J'ai beaucoup aimé cette fin. Très très chouette, hein. N'hésitez pas à passer sur nos pages Tipeee, Patreon ou Ko-fi, c'est avec votre soutien qu'on peut essayer de... Eh ben écoutez, très chouette vidéo. On va s'abonner aussi, hein, je pense, franchement. On nous montre de la qualité. Donc c'était Game Next Door, je vous rappelle. N'hésitez pas à aller voir, à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo, etc. À les soutenir. Pour ma part, je suis assez d'accord avec lui. Hein. Voilà, je trouve aussi que cette dimension RPG, on la voit de plus en plus. J'ai l'impression qu'il a pas trop discuté de la facilité aussi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais du fait que effectivement, ou alors il a expliqué différemment que moi dans ma tête, et donc du coup je l'ai pas compris comme ça. Mais effectivement, la facilité en fait qu'a le RPG, les mécaniques de RPG à s'associer en fait à n'importe quel type de jeu. Moi je crois que c'est surtout ça en fait. Et le fait que effectivement le RPG étant lui-même en fait un jeu quand même de base, c'est un gars qui s'est dit comment faire un jeu sur de l'imaginaire total. Comment faire des règles sur quelque chose qui pourrait finalement se translater à la vie, qui pourrait être parallèle à la vie, quoi. Comment faire pour que chaque action puisse être entreprise, que la surprise puisse être créée, que le joueur ne soit pas contraint. Et donc je pense qu'au final, c'est un idéal de rêve de tout créateur de jeu, je vais dire de jeu de manière générale, que ce soit jeu de société ou jeu vidéo.
Et c'est pour ça que ça marche si bien, en fait, les RPG. C'est qu'en fait, en réalité, tous les jeux vidéo sont des RPG, dans un sens où, ben oui, on va jouer un personnage et on va jouer à sa place. Et on va utiliser des mécaniques qui vont plus ou moins nous faire suivre son histoire, parce qu'au final, on suit toujours un fil, une histoire derrière. C'est ça la grosse différence avec la réalité, où là, en général, bah, on subit le fil de l'histoire. Ici, on peut le subir en tant que joueur, mais il y a un maître du jeu derrière et qui sait et qui peut justement, c'est pour ça que c'est plus amusant, qui peut un petit peu tricher sur l'équilibrage du jeu. Mais c'est vrai que du coup, cette recette, en fait, là où lui, il en parle avec les RPG, moi j'ai l'impression que ça a toujours été un petit peu comme ça. C'est juste que j'ai l'impression que c'est encore plus fort aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Call of Duty est sorti et a marché, on a vu toute une pléthore de jeux FPS qui sont sortis et qui étaient finalement pas terribles, qui utilisaient exactement les mêmes procédés, les mêmes recettes, finalement, les mêmes sauces, comme lui il l'explique. Mais il en faisait n'importe quoi. Il mettait de la sauce sur du chocolat, quoi. Et t'étais là, mais what the fuck, c'est ignoble. Ignoble, cette sauce. Donc en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus, effectivement, que le RPG, non seulement par ses ambitions qui sont très proches de celles de n'importe quel créateur de jeux vidéo, mais en plus, effectivement, qui a le vent en poupe en ce moment, qui fait qu'on a tant de jeux basés sur ces mécaniques. Mais le fait que il y en ait plus qu'avant, je crois que c'est plutôt l'industrie qui se transforme et qui se doit d'être particulièrement rentable. Il a soulevé un point extrêmement intéressant qui est qu'elles ont des équipes, parfois de plusieurs centaines de personnes, à payer. Et c'est clair que bah, tu sues quand t'as fait un énorme jeu et que tu fais la première suite, la deuxième, la troisième, et puis à un moment donné, en fait, tu te dis, bah putain, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop? C'est très difficile de s'arrêter dans des suites de séries. Je veux dire, en fait, le cinéma a connu un petit peu le même problème, c'est-à-dire, vous savez, ce renouvellement, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, sachant que, en fait, on a l'impression que tout ce qui est sorti est déjà excellent et on n'arrive pas à trouver de nouvelles idées, je vais dire, de films à gros budget qui pourraient vraiment happer les gens, quoi. Et je pense que des réalisateurs, je parlais de Christopher Nolan, Christopher Nolan, ou alors c'était dans la rediff précédente, mais effectivement, Christopher Nolan, pour moi, ça m'a rafraîchi dans le cinéma. Et je pense que effectivement, en fait, c'est toujours des gens, il faudra toujours prendre des risques pour espérer survivre dans la longueur. Que ce soit parmi les licences que tu possèdes déjà, mais que ce soit par d'autres licences que tu crées. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tellement dans un système où derrière, il y a des résultats à voir, il y a de l'argent à verser, etc., qu'en fait, c'est même pas c'est même pas juste que l'échec n'est plus permis, c'est que l'échec, c'est un espèce de qui tout double. Soit tu vas... soit même si t'as un jeu qui marche pas très bien, mais qui marche et qui fait quand même des bénéfices, ça va, tu t'en sors. Mais si ça marche pas, c'est finito, t'auras pas de seconde chance, quoi. Et ça, je trouve que c'est terrible. J'avoue, ça, je trouve ça particulièrement terrible. Maintenant, pas impossible à faire. Et encore une fois, ça, c'est pour ça que moi, personnellement, je jetterais quand même un peu la pierre aux studios, parce que je pense que c'est de la faute des studios, qui, encore une fois, c'est très bien de prendre des centaines de personnes, voire même des milliers pour faire un jeu. Mais tu vas pas me dire que t'as pas la possibilité, dans ces milliers de personnes, d'en prendre une centaine et de leur dire, bah voilà, vous allez faire un jeu indé, un jeu différent, et on va essayer de voir, on va voir comment ce sera, pris par le public, on va voir un petit peu comment ce sera réceptionné, et puis voir si on peut pas, après, un petit peu miser là-dessus. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen de le faire, mais c'est juste que ça demande plus d'argent, peut-être, plus de temps, plus de courage aussi. Et ça, malheureusement, en 2024... on en est encore très loin, sauf dans les jeux indés qui, eux, n'ont rien à perdre. Donc forcément, ils sont plus clients de ce genre de possibilités. Bref, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Moi, j'avoue que c'était très intéressant. Je vais regarder un petit peu, à mon avis, comme ça, par-ci, par-là, des vidéos de cette chaîne YouTube.